Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, vendredi 5 novembre. 13h01 tout juste, nous sommes à l'heure. Quelle ponctualité, Jean-Pierre. Tu te rends compte, hein, Julien, vraiment, l'exactitude et la politesse des rois. Nous allons parler d'un roi aujourd'hui. Nous allons aller faire un petit tour du côté de la perfide Albion. Tout à fait. Pour parler de la conspiration des poudres, un événement qui est survenu il y a 416 ans, jour pour jour. C'est ça, le 5 novembre 1605, Jean-Pierre. Alors, Julien, notre historien en chef, est là pour nous parler de cet événement. C'est l'émission C'est une autre histoire. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac, votre radio de proximité, la radio que vous aimez, et vous avez bien raison. Julien, allez, on t'écoute, on est tout oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Pierre. Merci à toi. Me laisser la parole pour cette 7e édition. Déjà, comme le temps passe. Et donc, comme tu l'as souligné, nous allons parler de la conspiration des poudres, un événement que nous, Français, connaissons moyennement, mais on va dire outre-Manche, c'est vraiment un événement, on va pas dire fondateur, mais qui a au moins marqué la société, parce qu'il est encore commémoré aujourd'hui. Souviens-toi de ce 5 de novembre, de ces poudres et de sa conspiration. Souviens-toi, souviens-t'en, à l'oubli je ne peux me résoudre. Voici comment débuta, cher Jean-Pierre, le film V pour Vendetta, je ne sais pas si tu l'as vu, non. Sorti en 2006 et réalisé par les frères Wachowski, qui sont aujourd'hui les sœurs Wachowski, parce qu'elles ont changé de sexe depuis quelques années. Ah d'accord. Mais ce sont aussi les premiers vers d'une comptine anglaise populaire rappelant la conspiration des poudres du 5 novembre 1605, il y a 14-16 ans, jour pour jour. Encastré notamment par Guy Fawkes, on va l'appeler Guy Fawkes, on va la faire à l'anglaise, né en 1570 et mort, donc l'année de la conspiration des poudres, en 1605. En fait, ce complot, il visa à détruire la Chambre des Lords de Londres et par la même occasion à tuer le roi Jacques Ier lors de la séance d'ouverture de la session du Parlement anglais. Rendu populaire par un film, comme je l'ai indiqué, par une bande dessinée et aussi par les masques de Guy Fawkes du groupe d'activistes informatiques Anonymous. On les voit, ces masques blancs avec un sourire, et en fait c'est le visage de Guy Fawkes. Cet épisode de l'histoire anglaise, survenu il y a un peu plus de 4 siècles, est devenu en fait un symbole, celui de la lutte contre le pouvoir en place, en fait on va dire celui de la lutte contre l'autorité, ou contre les autorités, on va dire. Signe de cette popularité, on y reviendra tout à l'heure, chaque année les 5 novembre, des fêtes populaires sont organisées en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la Guy Fawkes Night, où sont brûlées des effigies de, je vous laisse deviner, Guy Fawkes. C'est en fait, si on peut comparer, un peu notre fête de la Saint-Jean à nous. D'accord. En ce jour anniversaire, on peut s'interroger sur les causes de cette conspiration qui aurait, si elle avait réussi, rayé de la carte une grande partie du palais de Westminster et tué la majeure partie de la haute aristocratie anglaise et même le roi. Cette question, elle est pas simple et vous imaginez bien que la réponse, elle est à la fois diverse et complexe. Alors si vous êtes de fidèles auditeurs de l'émission C'est une autre histoire. Et il y en a de plus en plus, il paraît. C'est vrai. Oui. Des centaines de milliers, Jean-Pierre. Au moins ça. Au moins tout ça. Vous savez que j'aime bien placer le contexte historique et géographique en préambule de mon propos afin d'expliquer les enjeux et le contexte. En fait, le royaume d'Angleterre est en 1605 composé de, Jean-Pierre, de l'Angleterre. Oui, voilà. oui. Tout à l'Angleterre. Et puis, si mes souvenirs sont bons, il y a aussi le pays de Galles. Voilà, le pays de Galles. Alors en fait, depuis 1284, avec l'invasion du roi Édouard Ier, l'Irlande, qui a été intégrée à la fin du XVe siècle, et il reste alors l'Écosse. On va dire même l'insoumise Écosse. Eh bien, en 1605, elle est intégrée à la couronne anglaise depuis seulement 2 ans, en 1603, avec la montée sur le trône de l'Écossais Jacques VI, qui est devenu Jacques Ier, roi d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, lorsqu'il succéda à la reine Élisabeth Ier. Voilà en gros pour poser le contexte politique et géographique. C'est déjà un petit peu complexe tout ça. Voilà. Mais pour bien comprendre la conspiration des poudres, il faut revenir à la situation religieuse du royaume d'Angleterre et à l'apparition d'une nouvelle branche du christianisme. Ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est une nouvelle branche qu'on appelle l'anglicisme. L'anglicanisme, pardon. Pour cela, revenons en arrière. Il faut qu'on prenne un peu notre machine à voyager dans le temps et on va se plonger au cœur du règne d'un roi
d'un roi fameux qui a régné de 1509 à 1547. J'ai nommé Henri VIII. Alors, Henri VIII, c'est certainement le roi anglais le plus connu. Alors, notamment pour avoir été marié à 6 reprises. Bon, il a fait exécuter une de ses femmes. Il en a banni une autre. Il a vécu dans le luxe, la luxure, la débauche. Enfin, un grand roi historique parce qu'il a marqué l'histoire. Et aussi un grand roi au sens propre parce que c'était vraiment un colosse. Un colosse. Voilà. Et il a mis en scène une somptueuse rencontre avec le roi de France, François Ier, lors d'une rencontre très célèbre qu'on appelle la rencontre du Drap d'Or. C'était en juin 1520. Imaginez-vous qu'à l'époque, on avait quand même en Angleterre Henri VIII, en France François Ier, et l'empereur germanique, c'était Charles Quint. Charles Quint, c'était 3 grands. Hein. 3 grands à une même période, c'est rare. 3 bêtes. 3 bêtes, oui, voilà. Parce que François Ier était pas loin de 2 mètres, je crois. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Et ces 3 souverains ont marqué l'histoire de l'Europe et encore aujourd'hui. Au niveau religieux, il ne faut pas s'imaginer que l'officialisation de l'Église anglicane, elle se soit effectuée du jour au lendemain. Mais alors, pas du tout. On va dire que c'était même latent parce que les tensions entre la maison des Tudors, c'est Henri VIII Tudor, et le pape étaient régulières. Oui. Alors pour le roi, qui était le représentant de Dieu sur terre, alors répondre aux injonctions du pape, qui était l'héritier de Saint-Pierre, vous le savez, c'était au mieux impossible, au pire inconcevable. Ah oui. Mais ça, c'est pas nouveau. On a déjà eu dans l'histoire des exemples de conflits entre les souverains et les papes, surtout lorsque les souverains européens ont acquis une puissance continentale. Lorsqu'ils devenaient vraiment très puissants, tout de suite, on se rendait compte qu'ils voulaient prendre un peu la puissance spirituelle qui, normalement, devait aller au pape. On va citer quelques exemples. La France du roi Philippe le Bel, qui fixe, on va dire, le pape à Avignon, après ce qu'on appelle l'attentat d'Agnani, c'était en septembre 1303. Vous pouvez voir déjà que c'est pas récent, les conflits entre les rois et les papes. Et encore, c'est encore plus ancien, la lutte entre les Guelfes et les Gibelins. Alors les Guelfes, c'est ceux qui soutenaient le pape, et les Gibelins, c'était les partisans de l'empereur. On va dire l'empereur Frédéric Barberousse, ça c'était dans les années 1160. Et cette lutte entre les Guelfes et les Gibelins est aussi l'origine de la présence des Grimaldi à Monaco. Oui, tout à fait. Ouais, ils étaient partis de Gênes, c'était des Guelfes qui étaient partis de Gênes, qui avaient été expédiés par les Gibelins et se sont installés sur la forteresse de Monaco, sur le rocher. Voilà, donc Jean-Pierre a tout dit. Non, quand même. On presque tout dit. Donc dans le cas de la couronne d'Angleterre, alors il y a eu aussi des dissensions entre le pape et le roi. Alors pour une raison principale, on va dire la distance géographique entre Londres et Rome. Donc on peut s'imaginer qu'à l'époque, pour distendre des liens, la distance entre les 2 capitales, on va dire, pouvait aider. Et puis le pape, c'était lui un souverain spirituel, et le roi, c'était le souverain temporel. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Donc on voit aussi la déjà différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est ça. Donc le roi, c'est celui qui accompagne ses sujets tout au long du temps. Et en fait, le pape, c'est celui qui accompagne les croyants tout au long de leur vie spirituelle. Voilà. De la naissance jusqu'à la mort. Mais un événement va mettre le feu aux poudres. En fait, c'est la nécessité d'Henri VIII d'avoir un héritier mâle. Son premier enfant, lui-même appelé Henri, c'est le fils de Catherine d'Aragon. Il est mort au bout de quelques semaines, au début de l'année 1511. Alors que faire ? D'autant plus qu'Henri, il a un besoin impérieux de séduire. Encore, je suis très soft quand je dis ça. Et il jeta son dévolu sur une jeune fille de 16 ans, sa cadette, que l'on appelle et que l'on connaît comme étant Anne Boleyn. D'accord. Et en fait, pour avoir un fils légitime, il devient évident que Catherine d'Aragon, son épouse officielle, ne peut pas mettre au monde d'enfants viables. Elle tomba en fait 7 fois enceinte, et à 6 reprises, les enfants ne survécurent pas. Alors parfois quelques années, ou parfois même quelques jours. En fait, le seul enfant survivant, ce fut une femme, Marie, et on en parlera dans quelques instants. Alors mettez-vous à la place du roi Henri. Ne pas avoir de descendance masculine reviendrait en fait à mettre fin à la lignée royale, même si les règles héréditaires de l'époque, d'ailleurs comme aujourd'hui, elles autorisent une succession de préférence vers les mâles. Je dis bien de préférence. Et ce mot est très important dans la mesure où ne sont pas exclues les femmes. Mais Henri VIII, il souhaite un fils afin de perpétuer sa dynastie. Parce que vous savez que le nom se transmet, la dynastie se transmet par les hommes. Par les hommes. Et pas par les femmes. L'exception, c'est avec la reine d'Angleterre actuelle qui a refusé de donner le nom
de son mari à ses enfants. Oui, voilà. Qui a gardé le nom de Windsor. Voilà, tout à fait. Alors Henri, pour essayer de perpétuer, on va dire, sa dynastie, il trouve une solution. Il faut en fait annuler son mariage avec Catherine d'Aragon et convoler en secondes noces avec la jeune Anne Boleyn, alors que l'on connaît, qui connaîtra une destinée funeste puisqu'elle mourut décapitée sur ordre du roi. Il y a une controverse, mais en tout cas, on peut imaginer que le roi n'est pas étranger à l'affaire, et c'était le 19 mai 1536. Mais au XVIe siècle, un divorce royal était loin d'être une formalité. Faut pas vous imaginer que c'est aussi facile qu'aujourd'hui. Et encore plus quand on était roi. Il fallait que le pape prononce lui-même la nullité du mariage. Henri, il a un argument de poids. Catherine, c'était en fait la femme de son frère, qui s'appelait Arthur. Elle a été mariée le 14 novembre 1501 et elle devient veuve le 15 avril 1502. C'est-à-dire qu'elle a été veuve très vite et on suppose qu'elle n'a pas eu le temps de consommer son mariage. Et dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le Lévitique. Et ce livre, il est très clair. Il est malsain d'épouser la femme de son frère. Et voilà. Donc si la Bible, elle reconnaît ce type de mariage comme malsain, le roi, il est en droit de l'annuler. En fait, le problème, il est pas mince. Car en fait, seul le pape, comme je l'ai dit, est en capacité de dissoudre le mariage. C'est d'ailleurs Jules III qui a autorisé ce mariage, puisque Henri s'est marié à sa belle-sœur. Et c'est un de ses successeurs qui s'appelle Clément VII. Alors tout le monde arrive à suivre là. Ouais. Et c'est un de ses successeurs qui s'appelle Clément VII. Alors lui, il n'a pas du tout la même lecture de la Bible. Et il va se servir d'un autre texte sacré tiré du Deutéronome et qui stipule la normalité, voire la nécessité d'épouser sa belle-sœur si celle-ci n'a pas d'enfant, afin de perpétuer la lignée royale. Donc je vous passe les controverses sur la consommation ou pas du mariage entre Catherine et Arthur pour en fait valider le mariage entre Catherine et Henri. Bref, j'en reste là. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait chacune des deux parties interprète comme elle le souhaite les textes sacrés et que le divorce il va durer plusieurs années. En fait, si on compte précisément, en fait on a 11 années entre le moment où Henri rencontre Anne Boleyn et le moment de la prononciation du divorce, quand je vous disais que ce n'était pas une mince affaire. Tout ça pour vous dire que, en fait, les mariages d'amour, à l'époque, c'était très rare, voire même impossible. Ouais. Alors Catherine d'Aragon, elle a épousé Arthur, puis Henri, pour des considérations qui étaient politiques. Il fallait en fait sceller une alliance entre le royaume d'Espagne et d'Angleterre. En fait, dans un but diplomatique très simple, il fallait isoler diplomatiquement la France, qui était l'autre géant du continent européen. C'était déjà des luttes politiques. Déjà. Mais alors, comment sortir de cette situation qui semble insoluble, donc entre un pape qui ne veut pas dissoudre le mariage et Henri VIII qui veut absolument divorcer? C'est ce qu'on va voir après une pause musicale, Jean-Pierre. On y va tout de suite. Julien, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. On parle aujourd'hui de l'histoire britannique, de l'histoire anglaise avec cette conspiration des poudres du 5 novembre 1605. Ne partez pas, ne nous quittez pas. On est ensemble dans quelques minutes. Là, c'est une petite pause musicale pour vous. On y va. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com avec notre ami Julien pour nous parler de cet événement qui a eu lieu il y a 416 ans aujourd'hui. Un événement qui est peu connu en France, mais qui au Royaume-Uni a encore une grande consonance. Le 5 novembre 1605, la conspiration des poudres se passait au Parlement de Londres. Alors on y va, Julien, on t'écoute. En plus, je dois dire, cher Jean-Pierre, que vous êtes au top à Radio Grand Lac, parce que mettre London Grammar, London, groupe britannique, alors qu'on parle de l'Angleterre, je trouve que c'est... Mais t'as vu ça? Ah oui, je vois que Jean-Pierre aussi a bossé son sujet. Bien sûr. Donc juste avant la pause musicale, on a parlé de l'apparition de l'anglicanisme, causée par la demande de divorce du roi Henri, et en fait, de l'opposition au pape. Donc, comme on l'a vu, d'un côté, on a le roi, Henri VIII, qui demande l'accord du pape pour divorcer de Catherine d'Aragon, et de l'autre, le pape qui refuse, et qui va même, alors attention, jusqu'à excommunier le roi. Excommunier, c'est-à-dire le retirer du monde des croyants. En excommuniant le roi d'Angleterre, c'est en fait tous ces sujets qui sont exclus du monde des chrétiens,
Imaginez alors le scandale. Excommunication, c'est-à-dire pas de paradis, en fait. Vous voyez, c'est pour les hommes de l'époque. Pour les croyants, c'est très grave. C'est très grave, voilà. Alors, suite à cette décision, Henri VIII, il décide de ne plus subir la tutelle du pape, en devenant lui-même le chef de la maison catholique d'Angleterre à partir de 1533, en se proclamant, on peut même se dire en s'auto-proclamant, chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'est ce que l'on appelle la suprématie royale. En fait, l'anglicanisme date de là. Il ne faut pas vous imaginer une transition d'une confession à une autre sans conflit pour la population. Au contraire, il y a des régions, notamment au nord, qui sont très profondément catholiques et attachées à la personne du pape. Des soulèvements populaires s'opérèrent en protestation, notamment dans une région que l'on appelle le Yorkshire, et qui était opposée à la fermeture des monastères décidée en 1534. Alors pourquoi la fermeture des monastères, on va dire, peut créer dans certaines régions un certain tollé? D'ailleurs, Jean-Pierre, j'en parlais ce matin même avec mon frère, pour te dire. Oui. C'est parce que les monastères, à l'époque, jusqu'à très tard, on peut même dire jusqu'à la loi de 1905, dans les pays d'Europe, avaient un lien aussi, alors, avant tout spirituel et religieux, mais aussi un lien social. Les monastères venaient en aide aux indigents, aidaient les personnes qui étaient, on va dire, blessées par la vie. Ils ouvraient aussi parfois des infirmeries bénévoles. Ils soignaient les personnes malades de manière gratuite et ils avaient aussi une vocation d'instruction. Et c'est pour ça, notamment, quand je vous parle de régions du Nord, ce sont des personnes, des régions qui étaient très peu rurales. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, il y avait, très peu urbaines. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, il y avait extrêmement de personnes qui vivaient à la campagne. Bien sûr, bah oui. Et donc, vous imaginez les monastères qui étaient implantés au cœur de ces campagnes, elles avaient un rôle religieux. Un rôle et un pouvoir. Un rôle et un pouvoir spirituel et aussi social. Et donc, les fidèles étaient très attachés au monastère. Dans l'année 1536, ce sont pas moins de 40 000 personnes qui manifestent contre la réforme dans le Lincolnshire. Quand on parle de réforme, c'est la réforme anglicane. Mais le roi, il tient ferme ses positions. En fait, la question religieuse, elle va empoisonner le reste du règne d'Henri VIII, qui mourra en 1547. Le successeur d'Henri VIII, c'est Édouard VI. Il se montra inflexible et il demanda une application stricte de la nouvelle religion avec la mise en œuvre du livre de la prière commune en 1549. On sait que pour les réformés, on va dire qu'ils veulent simplifier le dogme et le fait d'avoir un livre unique de prière, ça rentre tout à fait dans la réforme, on va dire, protestante du XVIe siècle. Pour être concis, car le sujet il est quand même relativement vaste, vous pouvez le constater, Henri VIII, il meurt en 1553, à l'âge de 15 ans. Édouard VI. Édouard VI, oui. Pas Henri VIII. Hein. Non, pas Henri VIII. Henri VIII est déjà mort depuis 1547. Donc, Édouard VI, il meurt en 1553, à l'âge de 15 ans. D'ailleurs, si vous faites 1553 moins 1547, vous arrivez à 9. Édouard VI est monté sur le trône à l'âge de 9 ans. Ouais. C'était un enfant, donc vous imaginez que c'est pas forcément lui qui commandait. Voilà. Et c'est en fait Marie Tudor, qui est la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, qui monte sur le trône. Alors, Marie Tudor, elle est de religion catholique, elle, et elle débuta son règne, on va dire, par une relative tolérance religieuse. Alors, relative, car au bout de seulement quelques mois, elle fit emprisonner les principaux ecclésiastiques réformateurs, c'est-à-dire les anglicans, et dès 1555, 2 ans après son accession au trône, elle entreprit des persécutions, c'est ce qu'on appelle les persécutions mariales, qui donneront à Marie le surnom de la sanglante. Bloody Mary. Bloody Mary. Ouais, ah, mais c'est ça alors, le Bloody Mary. C'est ça, Marie la sanglante. Marie, elle décède en 1558, et une autre fille d'Henri VIII monta sur le trône, Élisabeth Ier, dont la mère est Anne Boleyn, qui a été décapitée sur ordre du roi. Et donc, pour un roi qui a eu 6 femmes, et qui recherchait à tout prix un héritier mâle, en fait, 2 de ses filles, elles ont été reines d'Angleterre, et celles-ci, elles ont eu pour mère soit une femme répudiée, Catherine d'Aragon, soit une consort décapitée, Anne Boleyn. L'histoire, parfois, joue de sacrés tours. Joue de sacrés tours, tout à fait. Mais on va revenir à Élisabeth Ier, dont le règne ne fut pas forcément marqué par des exactions religieuses, mais plutôt par des tentatives de conciliation. Elle était marquée par le protestantisme, mais elle gardait les symboles catholiques. En fait, il fallait ménager la chair et le chou, ne pas s'aliéner. Elle était politique, cette dame. Voilà, tout à fait. Il ne fallait pas s'aliéner les croyants de la nouvelle
du nouveau dogme et les anciens chrétiens, les anciens catholiques. Les peines encourues pour les récusants, c'est ceux qui n'acceptent pas la nouvelle foi, elles étaient relativement légères. Alors pourquoi une telle mansuétude, vous me demanderez ? Simplement parce que le royaume d'Angleterre, il avait d'autres choix à fouetter, avec une guerre contre l'Espagne qui, elle, était catholique, et qui lança en 1588 ce qu'on appelle l'invincible Armada. Alors Armada qui n'était pas vraiment invincible, parce qu'elle est repartie défaite en Espagne. Élisabeth Ier, on passe vite, elle décède le 24 mars 1603. Donc vous constatez qu'on s'approche lentement de la date de la conspiration des poudres. Et là, problème. Ce que Henri VIII redoutait arrive, il n'y a pas d'héritier en vue, ni d'homme, ni de femme. Élisabeth Ier n'a pas d'enfant. Aïe, aïe, aïe. En fait, il faut chercher un homme de sang royal. Bien sûr, britannique. Et c'est ainsi que monta sur le trône Jacques VI Stuart, qui était le cousin de la défunte reine, et roi d'Écosse. Et en arrivant sur le trône, Jacques VI Stuart, il met fin à la dynastie des Tudors, et il prend le nom de Jacques Ier, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Le Royaume-Uni se construit là. C'est ça. Et donc, on a la réunion de l'Écosse et de l'Angleterre, et c'est ce qui est connu sous le nom de l'Union des couronnes. On a deux couronnes, mais un même royaume. Que dire de Jacques Ier ? C'est un souverain cultivé, intelligent, habile politique. Il a déjà été roi d'Écosse depuis plusieurs années, mais son entourage nous explique qu'il est souvent cassant avec autrui. Et du fait de ses origines écossaises, il proposa au gouvernement d'unir officiellement les deux couronnes sous le nom de Grande-Bretagne, mais il échoua. Il connut le même échec auprès du Parlement au moment du vote d'une augmentation de crédit, parce qu'il avait besoin d'argent, et là encore, le Parlement lui refuse l'augmentation des crédits. En fait, les relations entre le roi et le Parlement n'étaient pas du tout au beau fixe. En fait, le Parlement se méfie d'un souverain qui est d'origine écossaise. Au niveau religieux, le roi, il doit composer. Alors, il doit composer d'une part avec ce qu'on appelle les puritains, qui veulent se débarrasser des derniers vestiges du pape, on va dire les anglicans purs et durs. Mais Jacques, il veut pas aller trop loin. On va dire que la seule chose qu'il autorise, c'est la traduction de la Bible en anglais. D'accord. C'est très important ça pour au niveau de la réforme, que la Bible soit traduite en langue anglaise commune. Voilà. C'est ça. Du côté des catholiques, alors le roi, il doit déjà affronter un complot de l'écrivain Walter Wallate en 1604, quelques mois seulement avant la conspiration des poudres. On voit qu'il essaye un peu de transiger, mais les catholiques veulent, on va dire, plus de pouvoir et ne veulent plus entendre parler de cette nouvelle religion. En fait, pour résumer les premières années du règne de Jacques, il doit composer avec les anglicans, les protestants les plus intransigeants, et il doit se ménager les catholiques qui sont encore nombreux, voire même très nombreux. Mais tout bascule en février 1605, où en fait il doit donner des gages à l'église anglicane. Il faut vous imaginer que les cardinaux anglicans à l'époque, c'était ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient aux manettes, qui étaient les principaux ministres. Et il leur donne d'appliquer maintenant avec le plus grand zèle les lois contre les catholiques. Résultat, 5000 récusants sont condamnés à de lourdes amendes financières. Comprenant alors que la voie politique ne suffit pas, certains catholiques décident de passer à l'action. Et c'est ainsi qu'entre en scène Robert Catesby, qui est né en 1572 et qui est décédé en 1605. Tiens, l'année de la conspiration des poudres. On s'en approche. Et c'est en fait la conspiration des poudres. Le cerveau de la conspiration des poudres. C'est ça. J'ai dit quoi Le conspiration de la conspiration. Ah oui, d'accord. Non, le cerveau de la conspiration des poudres. C'est pas grave, cher maître. Mais avant de décrire les étapes du complot, il faut avant tout définir le terme de complot. Alors, si on fait un peu de, comment on appelle ça ? De sémantique. De sémantique, voilà. Complot, ça vient du latin cum, avec, et plot, ça vient du mot français pelote, avec une pelote. Donc, faut vous imaginer une pelote de laine, avec plein de fils enchevêtrés, et en fait, c'est ça un complot. C'est qu'en fait, il faut essayer de tirer sur un fil, mais de trouver difficilement la source. En fait. Exactement. Voilà. En fait, on va plutôt prendre la définition du dictionnaire. En fait, un complot, c'est un projet concerté, secrètement, afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Catesby, c'est un aristocrate et il est connu pour avoir refusé de prêter serment et de reconnaître le roi comme chef de l'Église. Il a d'ailleurs été arrêté à 2 reprises
pour avoir participé à des révoltes de catholiques. Alors le fait qu'il refuse de prêter serment et de reconnaître le roi comme chef de l'Église, c'est important de constater qu'il a été seulement arrêté. Ça veut dire qu'à l'époque, on n'était pas condamné à mort pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'était pas forcément le cas après. Trahison suprême, il alla jusqu'à contacter secrètement le roi d'Espagne, Philippe III, en 1601, pour lui demander d'envahir l'Angleterre en échange d'un soulèvement de l'ensemble des catholiques anglais. Mais vous imaginez bien que du côté espagnol, après le désastre de l'Invincible Armada, ils sont peu enclins à se précipiter dans une nouvelle guerre et ils désirent avant tout négocier la paix. En février 1604, Catesby, avec un ami qui s'appelle John White, décide de passer à l'étape supérieure et de s'attaquer à un symbole politique fort. La Chambre des Lords de Londres, en la faisant exploser lors d'une session d'ouverture présidée, comme le veut la coutume, par le roi lui-même, c'est-à-dire par Jacques Ier. Bah dis donc, ça devient violent. Là. Ça devient violent. Parallèlement à cet attentat, parce qu'on peut s'imaginer que les conspirateurs ne veulent pas seulement faire exploser le Parlement, parce que pour changer de dogme religieux, il faut plus que ça. Les catholiques anglais, ils devaient se soulever, kidnapper la fille du roi, qui s'appelle Élisabeth, pour en faire une reine fantoche favorable aux catholiques. En fait, ça aurait été une marionnette. Une marionnette. Voilà. Donc vous imaginez que pour mettre au point une telle entreprise, il faut des moyens financiers et des moyens humains qui sont importants. Et outre Catesby et White, on retrouve dans un premier temps 3 hommes principaux. Thomas Percy, un homme infiltré auprès du roi. Thomas Wintour, qui est un diplomate qui œuvre pour une implication de l'Espagne. Et Guy Fawkes, militaire, artificier de formation. C'est important, conspiration des poudres, artificier, vous me voyez venir. Et il a une expérience militaire puisqu'il a déjà combattu les protestants dans les Provinces-Unies. Ce qu'on appelle maintenant les Pays-Bas. Les Pays-Bas, voilà. On va parler un peu plus de la conjuration et du complot après une deuxième pause musicale, Jean-Pierre. Musicale, on remet ça un petit peu en ordre dans nos têtes et on se retrouve dans 3 minutes pour la suite de cet exposé. C'est une autre histoire avec Julien sur Radio Grand Lac. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et il fallait quand même oser le Dancing Queen, alors que l'on parle des reines d'Angleterre, de Mary Stuart, d'Elisabeth Ier et tout. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Grand Lac, 92. radiograndlac.com avec Julien qui nous parle de la conspiration des poudres du 5 novembre 1605. C'est passionnant. On t'écoute, Julien. Eh ben merci Jean-Pierre. Alors merci pour le petit hommage d'Abba. Alors je sais pas si c'est parce que Abba a sorti aujourd'hui un nouvel album ou c'est parce que on parle de l'Angleterre et donc Dancing Queen. Alors là c'est plutôt Dancing King pour la conspiration des poudres. Mais merci Jean-Pierre pour la petite référence. Donc juste avant la pause musicale, on a parlé des conspirateurs, de cette fameuse conspiration des poudres. Donc Catesby, White, Percy, Wintour et Guy Fawkes. Et donc tout ce petit monde se réunit, c'est très précis, le 20 mai 1604 pour faire une promesse, celle de ne parler à personne du complot à venir. On comprend facilement pourquoi, parce que vous imaginez qu'à l'époque, s'en prendre à la figure du roi peut exposer à de graves conséquences. Mais nous verrons que les promesses, comme le dit le proverbe, n'engagent que ceux qui y croient. La session du Parlement, elle doit s'ouvrir le 9 février 1605. Les comploteurs, ils ont donc 9 mois pour mettre au point une logistique importante. Il faut trouver un local proche du Parlement pour pénétrer dans les sous-sols, se procurer de la poudre en grande quantité, je dirais même en énorme quantité, et acheminer bien sûr le tout sur place. De préférence, discrètement, vous imaginez que des barils de poudre, c'est légèrement voyant. En fait, Thomas Percy, il arrive à se faire recruter dans la garde du roi par l'intermédiaire de son oncle, le comte de Northumberland, le puissant comte de Northumberland, on peut même dire, et il a donc la possibilité de loger à proximité du Parlement. La poudre, elle est achetée petit à petit au marché noir et elle est acheminée sur place de nuit dans une cave située en dessous de la Chambre des Lords. Tout est prêt, mais cette petite équipe va affronter un premier problème. En fait, c'est la peste qui commence à rôder en 1604 et l'ouverture de la session, de la session du Parlement, bien sûr, elle est ajournée. Alors d'abord en octobre, puis finalement le 5 novembre 1605, nous y voilà. Durant ce temps, donc le nombre des conjurés, il augmenta.
et furent donc recrutés donc un éleveur pour se procurer des chevaux, c'est plus pratique pour pouvoir se déplacer rapidement et discrètement, un loueur pour mettre à disposition un second point de chute si jamais le premier venait à être découvert. Oui, il fallait penser à tout. Un financier, parce que bien sûr la poudre ça coûte cher, il faut bien sûr la payer. Un propriétaire terrien, bien sûr pour avoir un autre point de repli plutôt loin de Londres, et on va dire un logisticien pour surveiller la cage d'explosifs. Et le projet, en plus de ça, il arriva par inadvertance aux oreilles d'un serviteur de Catesby qui fut intégré au complot, on va dire un peu de force, parce que vu qu'il en a entendu parler, on lui a dit « Viens Coco avec nous, on t'embauche ». Donc vous imaginez facilement que plus le nombre de conspirateurs est grand, plus un secret est difficile à garder. On connaît le proverbe, de dire un secret à quelqu'un quand on est dans une pièce, c'est qu'il y a une personne de trop. Une personne de trop. Voilà. Le 26 octobre, il y a une lettre anonyme qui est envoyée. Et c'est là que tout commence. On est le 26 octobre 1605. Alors écoutons. Cette lettre anonyme, elle est envoyée probablement par un proche de Guy Fawkes qui est pris de remords et il transmet cette lettre à Lord Monteagle, qui est né en 1574 et mort en 1622, qui lui est un catholique fidèle au roi. On pense que c'est un proche de Guy Fawkes qui est pris de remords parce que dans l'assemblée de la Chambre des Lords, il y a bien sûr des anglicans, mais il y a aussi des catholiques. Et en fait, il demande à Lord Monteagle de ne pas se rendre à l'ouverture de la session du Parlement. Elle n'informe pas du projet d'attentat. Vous imaginez que cette lettre, elle a été transmise bien sûr à Lord Monteagle, qui la lit, qui dit mais pourquoi est-ce que je dois pas me rendre le jour de la session au Parlement? Bref, il la transmet aux autorités. Les autorités transmettent cette lettre au roi, qui lui, en lisant la lettre, il sent un peu les choses et il se met immédiatement à comprendre qu'il y a un complot qui se trame. Vous allez me demander, mais comment en lisant une simple lettre demandant à un lord de ne pas se rendre à la session du Parlement, comment Jacques Ier arrive à dire « Ah, ils vont faire exploser le Parlement ». Pourquoi est-ce qu'il a une telle intuition ? En fait, c'est tout simple. Le père de Jacques Ier, qui s'appelait Henry Stuart, qu'on connaît plutôt sous le nom de Lord Darnley, il est né en 1544 et il est mort à 22 ans en 1567, il décéda suite à l'explosion de sa demeure. D'accord. Donc Jacques Ier, il a en souvenir la mort de son père. Voilà. Chat échaudé, craint l'eau froide. Tout à fait. Et pour que en fait l'ensemble du complot il échoue, les autorités royales, elles vont laisser le temps. On est le 26 octobre, l'ouverture du Parlement c'est le 5 novembre. On aurait pu se dire qu'une enquête allait être menée rapidement et arrêter les principaux conjurés. Eh bien non, les autorités royales, elles décident d'attendre le dernier moment pour agir afin, on va dire, de faire capoter le complot dans son ensemble et arrêter tous les conjurés. Donc dans la nuit du 4 au 5 novembre, il y a une fouille minutieuse des sous-sols du Parlement qui est engagée et un homme est découvert, une torche à la main, à proximité de pas moins 36 barils de poudre. Et qui c'est cet homme-là ? C'est Guy Fawkes, qui est bien sûr immédiatement arrêté et immédiatement torturé et qui lâche les noms de tous ses complices. Les autres conspirateurs, voyant ça, prennent la fuite et rejoignent plutôt le centre de l'Angleterre pour inciter les populations catholiques à se soulever. On a vu tout à l'heure qu'au moment de la réforme anglicane, c'était les régions du nord et du centre qui étaient les moins favorables à cette réforme. Et donc forcément, on va là où il y a le plus de catholiques. Ils demandent aux catholiques de se soulever, mais personne ne les suit. Ils se réfugient alors dans une maison qu'on appelle la Holbeche House, dans une région du Staffordshire, et ils se préparent à affronter les troupes du shérif du comté, qui sont lancés à leurs troupes. Parce que vous imaginez bien que Guy Fawkes, il a, comme on pourrait dire, balancé ses petits copains, et que les autorités, maintenant, les recherchent, et les recherchent activement. Donc, vous imaginez que Catesby, qui est le cerveau de la conspiration, il est caché dans cette maison, mais il y a un autre problème, en fait, Catesby, il met le feu à leur cache, en mettant accidentellement le feu à de la poudre. Il a, comme on peut le dire, mis le feu aux poudres. Voilà. Faut que je fasse toujours un petit jeu de mots à chaque émission. Voilà. Donc les hommes de Catesby, ils sont encerclés par 200 hommes qui ont bien sûr vu et entendu l'explosion, et l'assaut est donné dans la matinée du 8 novembre. Résultat, 4 conjurés sont tués et 8 autres sont emprisonnés à la Tour de Londres, et ils sont bien sûr torturés pendant une dizaine de semaines.
En janvier 1606 s'ouvre le procès, donc de la conspiration des poudres, et sans surprise, tous sont condamnés à mort. On peut dire que de toute façon, le verdict était connu bien avant le début du procès. Alors là, on va pas faire trop dans le romantisme, mais à l'époque, les condamnations à mort, elles étaient particulièrement infamantes, et ce, d'autant plus quand on était reconnu coupable D'attentat contre le roi. ou de tentative d'attentat contre le roi. S'attaquer au roi, vous vous rendez compte, c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est comme si on s'attaquait à Dieu. Alors les condamnés étaient traînés dans les rues de Londres, alors traînés dans le premier sens du terme, c'est pas traînés par les cheveux, c'est traînés, ils étaient traînés par des chevaux, voilà, dans la rue. Par les pieds, ils étaient attachés. C'est ça. Ils étaient attachés par les pieds, ouais. Voilà. Puis pendus. Mais alors attention, il fallait que le condamné soit toujours vivant. C'était pas drôle. Il fallait pas que le condamné décède tout de suite. Fallait qu'il souffre. Et s'ensuivent ensuite une castration, une éviscération et un écartèlement. Amis de la poésie, bonjour. Ceux qui ont vu le film Braveheart avec Mel Gibson, ils voient de quoi je parle parce qu'en fait, il y a la reconstitution d'une telle scène de torture dans le film. Guy Fawkes, il sait ce qui lui attend et donc pour éviter le supplice, il se jette du gibet. Pour se briser la nuque. Pour se briser directement la nuque. Voilà, il ne veut pas subir tous ces supplices. Alors d'autres qui n'ont pas été actifs ont aussi été condamnés à mort, à l'exemple de 2 prêtres jésuites qui, eux, ont été informés du projet d'attentat en confession, mais ils ont respecté ce qu'on appelle le secret de la confession. On en parle un peu en ce moment. On en parle en ce moment, tout à fait. Et pour ne pas trahir ce secret, ils n'ont pas alerté les autorités. Mais vu qu'on a lâché leur nom sous la torture, ils ont été arrêtés et ils ont été considérés comme indirectement complices. Alors, mais eux, ils sont privilégiés d'un traitement de vapeur, c'est qu'en fait, ils ont été pendus simplement. Ils n'ont pas été, comme je vous le dis, émasculés, viscérés, voilà, écartelés. Il y a un autre complice qui est le comte de Northumberland. Vous savez, c'était l'oncle d'un des conspirateurs. Il est condamné à 15 ans de prison. Alors lui, il va les faire, les 15 ans. Il n'y a pas de remise de peine à l'époque. Il ne ressortit de la Tour de Londres qu'en 1621. Jacques Ier, il organisa, malgré la tentative de complot, l'ouverture de la session parlementaire, le 5 novembre 1605, comme c'était prévu, et il ordonna, dans son discours d'ouverture, que toutes les cloches sonnent. Et il se présenta même comme protégé par Dieu. Vous vous rendez compte, il était à quelques heures de sa fin. Vous voyez, si la lettre n'était pas arrivée, s'il n'avait pas été interprété comme ça, il aurait été fort probable que le Parlement explose. D'ailleurs, la BBC a fait une reconstitution de ce qu'aurait été la conspiration des poudres. Ils ont mis le feu à 36 barils de poudre. En fait, ça a rayé plusieurs centaines de mètres carrés. Ça aurait en fait dévasté le quartier et le Parlement d'Angleterre. Devant le risque que le complot représenta pour le roi, et donc pour la religion anglicane, le Parlement et le roi furent en union, et en fait, c'était l'une des rares fois de ces 26 années de règne. Dans le début de l'année 1606, donc quelques semaines après la conspiration des poudres, le Parlement proclame le 5 novembre comme fête annuelle. C'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la Guy Fawkes Night. Les pétards sont allumés, une effigie de Guy Fawkes est brûlée. Alors souvent, on pend l'effigie de Guy Fawkes et après on la brûle. Et bouquet de la soirée, il y a des feux d'artifice qui sont tirés. Feux d'artifice, poudre. Voilà, vous voyez un peu le lien entre les deux. Cet attentat avorté a eu des conséquences religieuses importantes. En fait, celle de ne plus jamais concilier anglicans et catholiques. C'est très, très important. Jacques Ier, suite à cette tentative d'attentat, expulsa les prêtres catholiques, chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait, et il a fait voter une loi plus sévère contre les récusants. La conspiration des poudres a eu des conséquences bien plus importantes que la condamnation à mort des conjurés, et les catholiques durent attendre ce que l'on appelle l'acte d'émancipation le 13 avril 1829, vous imaginez, 224 ans après, pour retrouver leurs droits civiques. C'est-à-dire le droit de vote, les emplois dans la magistrature ou dans l'armée, en gros l'emploi dans la fonction publique. Mais ça, cher Jean-Pierre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Petite écoute, petite pause musicale. On se refait une petite pause et puis ensuite on aura le temps de poser. On fait la question des auditeurs après. La question des auditeurs, tout à fait. On poursuit. On reste un peu en Angleterre avec les Rolling Stones. C'est parti. Et vous êtes toujours sur Radio Grand Lac. Ne partez pas. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1.
c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et en parlant de grands événements, nous venons d'en vivre un grand avec la conspiration des poudres du 5 novembre 1605 qui a mis le Parlement de Londres en émoi, qui a mis le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne en émoi, il y a de cela 416 ans. Et Jacques Ier s'en est sorti. Alors on a appris que c'était Jacques VI qui était devenu roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, donc sous le nom de Jacques Ier. C'était une conspiration, c'était un complot, cher Julien, un complot qui voulait renverser un dirigeant politique. L'histoire française, l'histoire européenne et je dirais l'histoire du monde connaît de multiples exemples de tels événements, de tels complots qui veulent renverser un dirigeant politique. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples ? Bien sûr, Jean-Pierre. Alors d'ailleurs, encore bravo. Car là, Rolling Stones, Angleterre, Painting Back. Ah, mais il fallait le faire. Ah oui, non, mais là, bravo à Radio Grand Lac, bravo, on est vraiment au top. Donc oui, pour revenir au complot. Donc bien sûr que l'histoire du monde, elle comporte de nombreux complots ou conspirations. On peut en trouver quelques exemples. On va citer certainement les plus célèbres parce que je vois qu'il nous reste seulement quelques minutes. Alors si je vous parle de complot, l'un des plus célèbres, c'est bien sûr l'assassinat de Jules César lors des Ides de mars en 44 avant Jésus-Christ. C'est le 15 mars en fait. Par des membres du Sénat réunis autour du sénateur Brutus. Qui était le fils adoptif. Le fils adoptif de, voilà, vous connaissez la fameuse phrase « Tout coquille mi filii », toi aussi mon fils, pour avoir participé à ce complot qui, là, a réussi. On peut ici prendre en exemple un autre complot célèbre. Allez, on va aller en France cette fois-ci, avec celui ayant abouti au coup d'État du 18 Brumaire, donc on est le 9 novembre 1799, qui permet à Napoléon Bonaparte de renverser le Directoire et de devenir premier consul. Et justement, quand on parle du coup d'État du 18 Brumaire, c'est le 9 novembre, donc on s'en approche. Ce sera mardi l'anniversaire et il faudrait peut-être que l'année prochaine, tu nous prévois justement de parler de ce coup d'État. Parce qu'on parle de Napoléon, mais on connaît peu Bonaparte. C'est on vrai. connaît peu le consul à vie, et même le Directoire, on passe en fait de 1793 à 1802 souvent. C'est vrai. Eh ben, je suis d'accord, on parlera du coup d'État du 18 Brumaire on se fait ça. L'année prochaine. On se fait ça. J'ai hâte d'y être, Jean-Pierre, j'ai hâte. Alors, parfois, donc là, on a parlé des complots qui ont réussi pour renverser un gouvernement. Parfois, ce sont les États eux-mêmes qui organisent des complots. Vous allez voir où je veux aller. Oui. On peut parler de la chute des Templiers, le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du roi Philippe le Bel. Et c'est un complot d'État, en fait, pour se débarrasser d'une organisation militaro-religieuse. Religieuse. Voilà. Et là, il va y avoir ensuite une malédiction. C'est ça. Les rois maudits. Les rois maudits, tout à fait. Tout à fait. Le mois dernier, on a parlé de la Rome antique avec l'empereur Marc Aurèle. Mais savez-vous que Néron accusa les minorités chrétiennes de complot dans l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ? Et bien là encore, on a un État qui se sert d'un complot pour se débarrasser, on va dire, d'une minorité religieuse, donc en l'occurrence les chrétiens, pour en fait mieux les persécuter. D'accord. Le fait de les accuser d'incendiaires, c'est comme ça que l'on appelait à l'époque ceux qui commettaient des incendies, et ben le fait de les accuser du crime d'incendiaire, ça permettait de les persécuter. Et en fait, on sait que c'était un complot qui était orchestré pour en fait mieux persécuter les minorités chrétiennes. Alors, on va prendre un exemple un peu plus récent, 20e siècle, avec la condamnation à mort de l'ancien Premier ministre hongrois, qui s'appelait Imre Nagy, accusé par les soviétiques d'être l'investigateur d'un complot visant au soulèvement de Budapest en 1956. On a tous les images des chars soviétiques qui rentrent à Budapest en 1956. En fait, on l'a accusé de complot, mais il demanda juste plus de liberté pour son peuple. D'ailleurs, ce Premier ministre a été condamné par le pouvoir soviétique communiste et lui-même était communiste. Vous voyez, comme quoi l'histoire est parfois très étrange. Or, on a parlé des complots qui ont réussi, on a parlé des complots qui étaient orchestrés par les États eux-mêmes, mais il y a aussi, bien sûr, des complots qui ont échoué. Et je pense que le plus célèbre du XXe siècle, c'est certainement l'opération Valkyrie. Jean-Pierre, tu sais parfaitement de quoi je veux parler. On est le 20 juillet 1944. C'était la tentative d'assassinat contre Adolf Hitler. La tentative d'assassinat, tout à fait.
par un attentat à la bombe du Führer allemand Adolf Hitler. En fait, le but de cet attentat, il fallait en fait changer de régime pour installer un gouvernement dit provisoire qui aurait en fait négocié la paix avec les alliés à l'ouest pour mieux se concentrer contre l'Union soviétique à l'est. Oui, puis parce qu'on voyait aussi que Adolf Hitler était de plus en plus rongé par sa maladie et qu'il devenait fou, schizophrène. Complètement déconnecté de la réalité. Il bougeait des divisions qui n'existaient pas. Enfin, c'était vraiment les généraux à côté avaient compris, certains bien sûr, que pour en finir, il fallait se débarrasser du chef, quoi. Si on revient en arrière, on va également citer un complot qui a échoué, on va dire partiellement. Et ben en fait, c'est l'assassinat d'Abraham Lincoln le 14 avril 1805. L'assassinat 1865. 1865. J'ai dit quoi 1805. 1805. Pire en pire. Tu prends un peu des libertés aujourd'hui. 1865 par John Wilkes Booth. Et en fait, malgré la mort du président, le complot il échoua parce qu'en fait, on ne devait pas assassiner que Lincoln, mais bien sûr d'autres membres importants du gouvernement. Mais les autres conjurés n'ont pas réussi à supprimer le secrétaire d'État et le vice-président. S'ils avaient réussi, ça aurait causé une vacation du pouvoir probablement fatale pour le pouvoir américain. Alors certains événements, pour reprendre la publicité, ils ont le goût du complot, ils ont l'odeur du complot. Mais ce ne sont pas des complots. Ce ne sont pas des complots. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie du complot. Attention à ne pas confondre avec une formule qui est très en vogue actuellement, qu'on appelle le complotisme. Ça n'a rien à voir. Et parmi les théories du complot, on peut citer un événement français très célèbre, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac le 14 mai 1610. Et on va en citer un autre, américain, qui s'est produit le 22 novembre 1963. D'ailleurs, on est au mois de novembre, ça tombe bien. C'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par Lee Harvey Oswald. Alors, ces deux événements tragiques, ils ont fait l'objet de procès, à chaque fois, d'études, de films, d'enquêtes, on va dire, plus ou moins fondées, de livres plus ou moins sérieux, mais aucune preuve n'a à ce jour été apportée pour démontrer la réalité d'un complot. Aujourd'hui, Ravaillac ou Lee Harvey Oswald, ils ne sont, jusqu'à preuve du contraire, car l'histoire peut évoluer, que des loups solitaires. Merci Julien. Merci à toi Jean-Pierre. Merci pour ce brillant exposé sur la conspiration des poudres et sur les complots politiques qui ont jalonné l'histoire de notre vieille terre. Et on se retrouve le mois prochain, là. Le mois prochain, le vendredi 3 décembre. Est-ce que tu veux que je fasse une petite bande-annonce ? Vas-y. Parle-nous de ton sujet du 3 décembre. Eh bien, le 3 décembre... Le Père Noël. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Le 3 décembre, on va se plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec une émission qui va être consacrée à l'attaque de Pearl Harbor. Bien sûr. Le 7 décembre 1941, on va célébrer en fait le 80e anniversaire de cette attaque qui est décisif, qui est un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. C'est en fait l'attaque par les Japonais de la flotte du Pacifique américaine qui engendrera plutôt l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit contre le Japon, puis après la déclaration de guerre de l'Allemagne contre l'Allemagne nazie. Aux côtés des Alliés, et donc le début de la fin pour les troupes de l'Axe. Pour les troupes de l'Axe, voilà. Merci Julien. Merci à vous, merci Jean-Pierre. Merci en tout cas pour tout. Est-ce que tu as des petites annonces à faire ? Je crois qu'à Challes-les-Eaux, vous recevez Michel Boujna le 19 novembre. Tout à fait. Est-ce que tu veux en dire un mot, une petite annonce ? Si je peux, je profite de l'occasion. Donc oui, vous êtes attendus nombreux pour assister au dernier spectacle de Michel Boujna. Ce sera le vendredi 19 novembre à 20h30 à notre espace Bellevarde à Challes-les-Eaux, qui est à côté de la salle polyvalente. Comment est-ce qu'on fait si on veut des places ? Vous appelez la mairie de Challes-les-Eaux, 04 79 72 80 91. Vous vous rendez sur place le jour du spectacle et vous pouvez aussi regarder sur les réseaux sociaux. Tout sera expliqué, mais on est très heureux d'avoir cet artiste talentueux. Michel Boujna, le 19 novembre à Challes-les-Eaux, à 20h30, je crois. 20h30. J'essaierai, je filerai le contact, Jean-Pierre, comme ça, si vous pouvez faire
une petite chose avec lui. Ce sera avec grand plaisir que je vous le présenterai. Eh ben merci beaucoup Julien, merci pour ton émission. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition de C'est une autre histoire. Ce soir, vous n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Christian de 19h à 20h pour sa note bleue, une des émissions, j'aime à dire, et c'est tellement vrai, des émissions les plus qualitatives sur le jazz en France. Et ce soir, il va nous parler du jazz des années 40 et 50. C'est un connaisseur, c'est un sachant. Comme on dit, il sélectionne toujours ses morceaux avec beaucoup de talent, ses titres, et on va encore passer un bon moment de jazz ce soir de 19h à 20h. Demain soir, de 21h30 à 23h30, ce sera nos jeunes amis de 120 minutes actu, Corentin et son équipe qui seront là. Et puis quant à moi, j'aurai le grand bonheur de vous retrouver dimanche matin de 10h à 11h en direct pour l'accordéon. C'est ma passion, l'émission d'accordéon sponsorisée par la meilleure école d'accordéon au monde, le SNIMA. Voilà, c'est dimanche matin de 10h à 11h. Mais ce soir, c'est le jazz et d'ici là, c'est la playlist musicale sélectionnée par ma complice et amie Sandra. C'est vous dire si c'est une playlist de qualité. Vous l'aimez, cette playlist. Vous avez bien raison. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac, votre radio de proximité, la radio autrement, votre grand mal de la vie locale. Et merci Julien d'avoir été encore là avec nous aujourd'hui. Merci à toi Jean-Pierre. Merci à Sandra qui a daigné venir Tu te rends aujourd'hui. compte un Donc petit peu, hein. c'est un événement. Hein. Oh là là. Elle se fait attendre pour toi. Hein. Oh bah dis donc, j'en demandais pas tant. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci.